faut qu'on passe à un SEO plus moderne qui est capable de relier les causes aux conséquences. En fait, aujourd'hui, on fait des choses, on observe des phénomènes derrière, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais on n'est pas forcément capable de savoir pourquoi on fait les choses, est-ce qu'il faut les reproduire, pas les reproduire. Une analyse cause-conséquence, en fait, permettrait de faire ça. Et notre idée, c'est qu'il faut rentrer dans un mécanisme d'attribution pour le SEO. Ces mécanismes d'attribution, ils existent partout, en SEA, partout, mais on n'est pas capable de bien faire, par exemple, SEO versus SEA. Et quand on fait du SEO, on n'est pas capable de dire est-ce que c'est les contenus ou le linking qui est le plus important actuellement. Et il faut rentrer dans une logique où on est capable de faire cet arbitrage. Voilà. Alors, la première innovation dans ce SEO un peu plus moderne, c'est l'utilisation d'une stratégie data-driven. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie, une stratégie SEO data-driven? C'est exploiter la data afin de construire des stratégies prédictives pour investir sur les mots-clés prioritaires. Des questions? On va rentrer un peu plus dans le concret. L'enjeu, c'est vraiment d'atteindre un pilotage vraiment granulaire, donc par mots-clés presque, pour répondre, enfin, être pleinement aligné aux priorités business. Donc, comment on va faire? On va récupérer d'abord les data business, donc telles que, par exemple, le panier moyen, la lifetime value. La lifetime value, c'est vraiment la valeur d'un client dans une entreprise. On va prendre en compte sa fidélité, par exemple, pas juste son panier, son achat. Un taux de transformation, par exemple. On prendra également, d'un autre côté, les data SEO. Donc, par exemple, un volume de recherche, un trafic par mots-clés, un niveau de concurrence, et pour vraiment mettre en place une stratégie SEO tournée business, où on va répondre vraiment aux enjeux commerciaux avec des axes différenciants. On va pouvoir répondre à un environnement qui est de plus en plus concurrentiel, et on pourra surtout prioriser nos actions par sprint pour avoir vraiment un plan d'action efficace et qui rapporte des résultats le plus rapidement possible. Alors, un cas d'usage un peu plus concret. Ici, c'est le cas d'un client qui est dans le service à domicile. Donc, il a plusieurs services, la garde d'enfants, l'handicap adulte, l'aide aux personnes âgées. On va prendre d'un côté la data business et de l'autre la data SEO. Donc, la data business, ça va être le taux de conversion de ce service en ligne, le panier moyen, la durée moyenne d'un contrat, ce qui va nous donner, comme je vous le disais, je vous l'expliquais, la lifetime value. Donc là, on a déjà une première idée de priorité par rapport à un service par rapport à un autre. D'un autre côté, on va avoir la data SEO. Donc là, c'est un exemple. On peut regarder le nombre de résultats positionnés dans Google, quel est le pourcentage de mots-clés en première page, ce qui nous donne finalement le potentiel d'amélioration possible. Et là, on peut avoir des priorités. On peut aussi aller plus loin en regardant les mots-clés qui sont pas seulement positionnés, mais les mots-clés qui sont les mots-clés qui sont sur le marché par rapport à ce service, regarder les volumes de recherche et regarder en fait le potentiel de visite qu'on pourrait atteindre si on gagnait finalement des nouveaux mots-clés. Alors, si on rentre encore un petit peu plus dans les détails, on essaye finalement de faire des projections. Donc là, pour la thématique garde d'enfants, donc on a plusieurs mots-clés. Là, il y en a 4, mais évidemment, on peut faire l'exercice sur beaucoup plus de mots-clés. On va prendre le volume. Donc là, on a des constats qui a un volume de recherche par an, une position actuelle sur ce mot-clé, un taux de conversion, donc non pas du mot-clé parce qu'on est en SEO, on n'a pas l'information, mais le taux de conversion de la page de destination de ce mot-clé-là. Et un nombre de leads gagnés sur cette page. Ici, on va pouvoir du coup donner une position cible. Donc là, c'est pas de l'automatisation, c'est vraiment les compétences du consultant SEO et son analyse qui va donner la position cible par rapport à la concurrence qu'il y a sur les résultats des moteurs de recherche. Et avec cette position cible, on a pour le coup de la data qui nous donnera un taux de clic estimé par rapport à cette position. Et donc, le taux de clic par rapport au volume nous donnera des visiteurs estimés et le taux de conversion nous donnera donc un nombre de leads estimés et projetés. Donc, on peut aller, là c'est assez simplifié, mais on peut aller encore plus loin en jouant un petit peu sur le taux de conversion. Si par exemple, on a une prestation du X qui pourrait améliorer ce taux de conversion, ou alors si on considère que, bien sûr, en travaillant ce mot-clé-là et cette page de destination,
On va gagner en positionnement sur le mot-clé, mais pas que, on va gagner aussi un nombre plus important de mots-clés positionnés. Donc on pourra aussi faire varier un petit peu les visites qu'on peut estimer. Alors vous pouvez poser des questions pour le coup si vous voulez, pas que à la fin si vous avez besoin. Voilà, il y a une petite blague sur les mots-clés, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, ensuite, au début, je vous ai parlé de l'utilisation de la data et pour faire des choses, on va dire, de meilleure compréhension du SEO à partir de la data et puis de rentrer dans des logiques d'arbitrage. Il faut voir comment on fait actuellement et où on faisait et comment on fait ou on va faire prochainement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de données disponibles. En fait, par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années, on est vraiment capable de récupérer beaucoup de données. Déjà parce qu'il y a de la donnée qui est donnée par des tiers. Par exemple, là, il y a un screenshot, on voit absolument rien, mais c'est de la data qui est donnée sur 400 millions de mots-clés qu'on trouve, voilà, c'est chez Kaggle, c'est gratuit, on peut avoir cette data, permet d'avoir pas mal de choses. Et puis, on a des outils, les nôtres de préférence bien sûr, qui sont capables de donner beaucoup de données, mais il y a plein d'autres outils qui peuvent faire les choses, et puis il y a de la data qui vient aussi de Google, la Search Console, etc. Donc on peut avoir beaucoup de données, et souvent maintenant les équipes de SEO commencent à avoir des développeurs sous le coude pour aussi faire du data scraping, donc on va avoir une masse de données gigantesque qu'on va être capable d'analyser. Ici, j'ai mis sur la gauche ce qu'on fait à l'ancienne. En fait, à l'ancienne, c'est ce qu'on apprend dans les cours de stats. Alors, je sais que dans les formations de marketing, souvent, il y a des cours de stats, par exemple, là-dessus. On va faire des analyses de corrélation, on va tracer des courbes pour essayer de repérer des trends, des patterns sur le long terme, sur comment les choses se comportent, ou de l'analyse de corrélation pour voir que des phénomènes apparaissent ensemble ou n'apparaissent pas ensemble, pour essayer de comprendre s'il y a une relation potentielle ou pas. Ça, c'est ce qu'on fait à l'ancienne. Alors, pourquoi je dis à l'ancienne ? Parce que déjà, les outils eux-mêmes sont anciens. Ils sont rendus possibles parce qu'on peut se servir d'Excel pour le faire, c'est tout simple. Et ils ont une problématique, ces outils un peu anciens ou ces méthodes anciennes, c'est qu'elles ne mettent en avant que des corrélations, et donc il n'y a pas une vraie analyse cause-conséquence. C'est-à-dire qu'on voit des phénomènes qui apparaissent ensemble ou qui n'apparaissent pas ensemble, mais on ne sait pas vraiment dire si c'est l'effet de la chance ou si c'est des choses qui sont reproductibles et importantes. Et donc, dans une logique beaucoup plus moderne, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, alors attention, je vais employer le mot, de l'intelligence artificielle, en vérité des algorithmes d'apprentissage automatique, du machine learning, pour être capable de comprendre s'il y a des patterns qui sont vraiment significatifs, récurrents dans la data et qui indiquent des causalités vraiment potentielles. On utilise ce qu'on appelle des classifieurs pour faire de la prédiction. Et cette prédiction, avec des algos modernes qui existent depuis quelques années, peut faire des choses vraiment très efficaces, avec notamment ce qu'on appelle de l'analyse des variables explicatives. Donc maintenant que j'ai donné tous les mots compliqués, je vous dis ce que ça fait. Grosso modo, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est avoir une forme d'analyse où on va être capable de créer un prédicteur, c'est-à-dire, prédicteur, c'est je donne des hypothèses sur ce qui se passe, je fais tant de liens, je fais des contenus de tel type, quelle est la probabilité que je sois en première place, deuxième place, troisième place de Google. Et donc là, on va avoir un résultat qui va nous dire c'est 80%, 90% la proba. Et surtout, ce que ça va dire, c'est ce qu'on appelle l'analyse des variables explicatives. Les algos de machine learning modernes, ce qu'ils sont capables de dire, c'est je suis capable de te prédire avec 90% qui va être en première position de Google. Et pour faire cette prédiction, j'ai utilisé comme critère le nombre de liens qui ont été faits, la typologie du site, la thématique, etc., etc. Et si on fait ça à très grande échelle, on finit par comprendre, dans une thématique par exemple, quel est le facteur commun à tous les sites qui sont en première position, deuxième position, troisième position. Et donc ça permet de savoir ce qu'il faut prioriser comme action dans une thématique. Est-ce qu'il faut faire du linking? Est-ce qu'il faut faire des contenus ou autre chose? En fait, on peut le savoir grâce à ça. Et donc ça permet surtout de prioriser, donc d'éviter de dépenser de l'argent sur des tâches qui ne vont servir à rien. C'est le principal intérêt. C'est d'améliorer la rentabilité du process plus que de faire quelque chose de mieux qu'avant. On fait aussi bien, mais pour moins cher. C'est ça la logique qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est grâce à l'accountability qu'on peut le faire. Donc Youmens propose pour piloter cette stratégie SEO Data Driven l'accès à une nouvelle plateforme qui se nomme Youmens SEO, qui va rapidement mesurer plus finement les résultats. On va pouvoir historiser les enseignements et piloter les stratégies, pas seulement sur un mot-clé ou une page de destination. On va pouvoir vraiment agrémenter plusieurs pages pour analyser des thématiques et, comme on le dit, prioriser au mieux les actions. Donc Youmens SEO utilise bien évidemment la technologie Babartech et Your Test Guru. On va le voir un peu. Quelle chance.
C'est à toi. C'est à moi. Et donc maintenant, on va vous parler d'un autre point qui est relié à ça. Dans une logique précédente, on vous a expliqué l'importance des métriques, de la mesure. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on commence à faire un plan d'action, on dit bah voilà, il faut d'abord que je travaille mon linking ou mes contenus. Ça ne vous dit pas ce que vous devez faire derrière. Donc il faut en plus rentrer dans une logique d'actionnement des features, enfin des caractéristiques qu'on a vues qui étaient importantes. Pour ça, on peut travailler sur les contenus. Alors, première chose qu'il faut comprendre, c'est le SEO, ça peut être très différent du reste de la vie, même du marketing, on va dire, c'est comment on raisonne. Sur le web, pour la partie contenu, vous avez beaucoup de contenu. Il y a un nombre de contenus absolument invraisemblable. Et le nombre de pages qui est capable de se positionner pour une requête donnée est dantesque. On pourrait avoir des millions de pages qui sont candidates à se positionner pour chaque requête, typiquement. Google, lui, ne présente que quelques contenus pertinents. Je ne vais pas vous l'apprendre. Il y en a 10 qu'on voit bien, mais grosso modo, sur les 100 premiers résultats, il va y en avoir 30 ou 40 qui sont réellement pertinents. Et donc, la question, c'est comment est-ce que fait Google pour filtrer, par rapport à des milliers de contenus, 30 ou 40, puis 10 ? Google va regrouper pour chaque intention qui vont être exprimées, donc pas thématique, intention, donc c'est l'intention de la requête qui est très importante, par exemple détartrer une machine à café, c'est pas la même chose qu'acheter une machine à café, etc., etc. Donc pour chaque intention, il va regrouper tous les sites qui sont pertinents en analysant le vocabulaire dans les pages. Et donc là, on rentre dans une gestion purement statistique de la sémantique. En analysant le vocabulaire, Google sait si une page est probablement pertinente ou pas par rapport à une requête. Une fois qu'on a un pool de pages qui sont probablement pertinentes, le moteur va en choisir certaines parmi celles-là, celles qui sont le plus en adéquation avec le vocabulaire. Donc il y a une question de est-ce qu'il y a le vocabulaire et à quel point on est en adéquation fine avec ce vocabulaire. Donc Google a un mécanisme de filtrage de ce type-là. Ça, c'est ce qu'il va faire. Que doit faire le SEO dans une logique purement positionnement? J'insiste, purement positionnement d'abord. Le SEO, il doit rédiger pour être positionné, pas pour faire des beaux textes. Et pour ça, il doit utiliser le vocabulaire qui est utilisé par Google et qui est celui qui est important pour la requête. Si vous ne l'utilisez pas, même si vous dites les mêmes choses, vous ne pouvez pas être positionné. Et c'est une impossibilité matérielle. Ça vient de la manière dont algorithmiquement Google fonctionne. Et donc ça, c'est très important à comprendre. Il faut vraiment utiliser le vocabulaire qui est attendu. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec de la qualité rédactionnelle au sens humain du terme. Voilà. C'est statistique. Il y a des techniques issues du machine learning qui permettent de remonter cette information qui est celle de l'attendu Google. Voilà. Ces techniques, bien sûr, elles sont implémentées dans Your Text Guru, un moment publicitaire, je suis désolé. Voilà, Your Text Guru, donc un outil qui utilise des algos de machine learning pour faire le reverse engineering de Google. Ça permet de sortir des courbes avec les mots-clés qu'il faut utiliser, comment il faut les utiliser, etc., etc. Et dans la lancée, ça permet de faire pas mal d'autres choses. On peut faire du maillage interne automatique dans une logique. Alors certains disent cocon sémantique, topic cluster, siloing. Vous pouvez utiliser le terme que vous voulez, c'est toujours la même chose fondamentalement. On peut analyser une SERP de résultats Google pour classifier les contenus et comprendre les intentions. Donc ça permet de savoir si, par exemple, ça vaut le coup d'attaquer une requête. Si on n'est pas tout à fait dans l'intention, ça ne vaut pas le coup. Et donc ça permet de faire des arbitrages. Puis ça permet d'explorer la sémantique pour avoir des idées de rédaction. Concrètement, qu'est-ce que ça donne, remonter les fameux mots importants? J'ai fait un exemple. Au début, j'hésitais, je voulais faire la recette de tzatziki, mais je ne savais pas bien l'écrire. Et donc, j'ai fait la recette de macarons. C'est une blague entre nous. Vous en faites pas. Vous devez placer tzatziki. Voilà. Et donc, qu'est-ce que fait l'outil? Typiquement, si vous vous intéressez à la requête recette de macarons, il y en avait tout à l'heure au repas, enfin pour certains, pas pour tout le monde, je crois, sur Google FR, eh bien, ce que va faire l'outil, c'est qu'il va analyser les sites qui sont positionnés, ceux qui ne sont pas positionnés, la langue française dans son intégralité, faire une sauce secrète et vous dire les mots les plus importants, c'est macarons, recettes, poudre, etc. Donc là, c'est pas très surprenant. Mais aussi les mots cuisson, préparation, chocolat, coque, amande, plaque, etc., etc. Si vous êtes spécialiste des recettes de macarons, vous le savez. L'objectif, c'est de trouver ce que les gens utilisent comme mot et que Google met en avant. Mais si vous n'êtes pas spécialiste, ça vous permet de savoir qu'il faut mettre par exemple le mot ganache. Tout le monde ne l'aurait pas utilisé de base. Et puis, ça donne aussi des compatibilités. Vous avez le mot poudre et le mot amande qui sont proposés dans ce qu'on appelle les top terms. Et en fait, ce qu'on vous dit en dessous, là, c'est que poudre et amande, ils vont ensemble et qu'il faut probablement les mettre dans la même phrase. Et donc, ça permet comme ça d'avoir une idée de comment est-ce qu'il faut rédiger. Bien sûr, l'outil après est beaucoup plus compliqué, il y a des trucs pour vous aider à faire et tout, mais essentiellement, c'est ce genre d'information qui est utilisé. Et on n'est pas les seuls à le faire, pour être tout à fait honnête. Il y a d'autres outils qui existent. Voilà. Bien sûr, le nôtre est le mieux. Ils sont moins bien, je crois. Voilà, c'est ça. Mais voilà l'idée.
Alors du coup, comme je vous le disais, Youmens SEO, la plateforme intègre la technologie Your Guru et ça permet donc aux utilisateurs de rédiger en toute autonomie des contenus vraiment optimisés. On va indiquer un nombre de mots à atteindre. Après, donc, une analyse de la SERP, comme tu le disais, des mots-clés à placer avec un nombre d'occurrences. Et on va pouvoir comme ça être en test and learn pour atteindre vraiment une courbe idéale d'optimisation et pour voir peut-être atteindre les premières positions. Donc, quelle est la troisième innovation, Sylvain? Troisième innovation, c'est par rapport au netlinking. Alors d'abord, qui fait du netlinking dans la salle ici? Je me suis posé la question. Ah oui, quand même. Ah oui, non, donc pas mal de monde en fait au final. Je n'étais pas sûr par rapport au sujet de l'événement si c'était vraiment quelque chose que vous pratiquiez au jour le jour, mais visiblement oui. Alors, vous faites du netlinking pour certains, peut-être vous vous êtes rendu compte que le netlinking aujourd'hui n'est pas fait de manière efficace. Ça commence bien quand on dit ça. Généralement, ça fait un peu agressif. Mais aujourd'hui, il y a une problématique dans le netlinking qui est la suivante. Comment est-ce qu'on fait du netlinking? Bon, généralement, maintenant, on achète des liens en achetant des articles placés sur des sites qu'on nous propose. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait ça, on n'achète pas un lien, en fait. On achète un potentiel du placement d'un lien sur un site web. Je m'explique. Vous n'allez pas vraiment mesurer l'impact d'un lien aujourd'hui dans ce que vous faites. Vous allez extrapoler la valeur du lien par rapport à la valeur supposée du site que vous êtes en train d'acheter d'une certaine manière. Vous vous dites, voilà, lemonde.fr, c'est un site super puissant, et donc si j'ai un lien sur ce site, forcément il sera super puissant. Et ça, c'est un espèce de vœu pieux qui n'est pas du tout vrai en SEO et qui n'est pas du tout vrai en algo des moteurs de recherche. La popularité d'un site ne garantit pas la qualité du lien qui vient depuis ce site. Pourquoi? Parce qu'un bon lien, il a beaucoup d'autres critères qui rentrent en jeu pour qu'il soit vraiment bon. Il faut que le site qui émette le lien de la page soit populaire. Il faut qu'elle soit de bonne qualité globale, avec des algos de confiance qui sont mesurés par le moteur. Et surtout, il faut qu'il y ait une adéquation sémantique entre la page qui reçoit le lien et celle qui émet ce lien. Et donc, s'il n'y a pas cette adéquation sémantique, le lien n'a aucune valeur. Et donc, si vous avez un lien depuis un site très puissant qui n'est pas dans votre thématique, en pratique, ce lien ne vaut rien. Et voilà. Et la problématique, c'est que voilà, on n'a pas vraiment, jusqu'ici, de data pour faire ça. Et donc, l'objectif de tout ça, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est de créer des outils qui permettent d'arbitrer sur l'achat de liens. L'objectif, ce n'est pas d'acheter des meilleurs liens, parce qu'en fait, très probablement, dans les logiques que vous avez actuellement de netlinking, vous achetez déjà des liens qui sont très bien. L'objectif, c'est d'éviter d'acheter les liens qui ne servent à rien, parce que les liens, ça coûte cher, et que quand vous êtes dans cette optique-là, si vous arrivez à économiser l'achat d'un lien sur deux, en fait, vous faites des vraies économies et vous aurez exactement le même résultat. Et donc, c'est vraiment la logique qu'il y a derrière ces outils-là. C'est pas moi qui peux... dans Babar, on fait ça, et on a un algo qui s'appelle l'algo de la force induite, qui va permettre de quantifier la force d'un lien en analysant la page qui émettra le lien et celle qui réalisera le lien. Et puis, on fait aussi beaucoup d'autres choses. Grosso modo, le point fort de Babar, c'est qu'on manipule de la sémantique en même temps que le netlinking. C'est l'expérience qu'on a récoltée aussi sur Your Guru qui nous a permis de faire ça. Donc on a vraiment tout un tas de fonctionnalités qui sont liées à la sémantique. On peut trouver les concurrents, on peut trouver les meilleurs sites qui sont ceux qui parlent de vos sujets dans le cadre d'opérations. J'ai mis le mot inbound marketing, moi je n'y connais pas grand-chose, mais je suis tech, hein, pas, voilà, mais j'ai quand même mis le terme. Voilà, c'est un outil qui permet de faire pas mal de choses. Aujourd'hui, on a un index de 1300 milliards de pages, donc probablement qu'une partie des pages de vos sites sont dedans, et donc ça permet de faire l'analyse. Voilà pour ça. Alors, on a parlé beaucoup de data et d'intelligence artificielle et d'outils. Dans tout ça, quelle sera vraiment la place de l'humain en 2022? On peut dire que c'est presque un peu has-been, pas du tout. Finalement, voilà, l'intelligence humaine permettra vraiment, comme le titre, de sublimer ce potentiel parce que c'est indispensable d'avoir quand même... Enfin, on utilise ces outils, mais c'est indispensable d'avoir l'analyse d'un humain pour justement identifier les opportunités SEO, appréhender le contexte marché parce qu'il y a des notions qu'un outil ou que ne peut pas comprendre. Donc ça, c'est quand même indispensable d'avoir l'analyse d'un consultant SEO. Ça a permis de mieux identifier des prévisions à fort potentiel. Je voulais revenir sur aussi les basiques parce que finalement utiliser la data, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais il ne faut pas oublier non plus les basiques en SEO.
finalement en fonction de la maturité de votre site et la maturité surtout de votre stratégie SEO. Donc dans un premier temps, c'est important, on va plutôt utiliser l'intelligence humaine en donnant des recommandations macro qui vont affecter l'ensemble du site et on va pouvoir avoir un maximum de performance. Dans un second temps, on va pouvoir utiliser l'intelligence humaine, mais aussi des outils tels que Babartech et Your Text Guru pour mettre en place des actions massives de contenu et de netlinking qui seront parfaitement optimisées. Et là, enfin, dans un troisième temps, on va pouvoir ajouter à ça la data et l'intelligence artificielle pour ici mener des actions chirurgicales sur chaque mot-clé et pouvoir vraiment prioriser en fonction des enjeux business et ce qui finalement nous rapportera le plus. Merci. Tu veux ajouter quelque chose ? Peut-être par rapport à cette notion, l'interaction data, outils, être humain, en fait, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Les outils ne sont que des outils. C'est vraiment comme une perceuse ou une visseuse ou une dévisseuse. Ça a l'air compliqué, c'est de l'intelligence artificielle, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste des outils. La data qui est utilisée par les outils qui leur permet de prendre des décisions, enfin d'aider à la décision, c'est de la data humaine. Et la data qui est en sortie, après, elle doit être arbitrée par des êtres humains. Et donc, en vérité, l'outil n'est qu'un intermédiaire entre l'humain et l'humain. Il faut jamais, s'il n'y a pas la data humaine, l'outil ne sert à rien, parce qu'il n'est pas capable de processer de la data efficacement. Et si l'être humain n'arbitre pas derrière, en fait, il n'y a rien à faire. Un outil, par exemple, comme utiliser ensemble Babar et Your Text Guru dans une logique, par exemple, de stratégie de contenu pour faire un cocon sémantique, typiquement. C'est des choses que nos clients font. Ce que l'outil va dire, c'est qu'il faut faire 37 contenus dans telle thématique, liés entre eux de telle manière. Mais l'être humain doit décider des contenus quand même eux-mêmes, parce que voilà, l'outil va fournir 100 sujets différents, il va falloir en choisir 37, etc., etc. Donc il y a vraiment une logique d'arbitrage. Aucun outil ne peut remplacer totalement la décision humaine. Aujourd'hui, ce n'est pas possible en SEO, et je ne vois pas comment ça peut l'être dans les prochaines années. En fait. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'outil qui fait du pilotage 100% automatique. Voilà. Quoi qu'on en pense. Par exemple, je ne sais pas si vous avez nous, on a des outils de génération de contenu. Voilà, on peut donner des directives, mais si vous avez déjà lu du contenu qui est généré automatiquement par une intelligence artificielle, voilà, ça progresse, mais on est loin du contenu que vous pouvez mettre sur un site qui... Il faut connaître l'objectif, quoi. Ça peut être utile pour un grand nombre de pages, mais il ne faut pas avoir un objectif marketing ou communication très élevé. C'est ça. C'est un choix à faire. C'est pour meubler des centaines de milliers de pages, mais pas pour faire du contenu qualitatif. Voilà. C'est ça. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire pour terminer. Très bien, tu as bien fait. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Oui, Your Text Guru, c'est 80 € par mois et Babar, c'est 90 € par mois. Oui, non, c'est pas très cher du tout. En fait, je ne vais pas dire une logique d'ubérisation, mais en vérité, nous, ça coûte très cher d'un point de vue opérationnel, tous ces outils, en infra, etc., mais c'est des marchés de masse. Les utilisateurs de Your Text Guru, en France, on a 30 000 comptes utilisateurs et 3 000 utilisateurs réguliers mensuels. Donc c'est vraiment des très très gros marchés en termes de volumétrie. On ne s'en rend pas compte, mais un outil comme dans la communauté SEO, un outil comme Your Text Guru, c'est le leader en fait. C'est utilisé par tout le monde. Beaucoup de rédacteurs indépendants notamment. C'est des outils très accessibles par rapport à d'autres outils que je ne nommerai pas du marketing. Nous, on est client HubSpot, par exemple, c'est pas le même prix. Voilà. Très bon outil, mais c'est pas le même prix. Bon, voilà. En fait, il l'a cité. Oui, je le cite quand même, on l'utilise. Voilà, donc je peux. Ok. D'autres questions ? Non. Bah, écoute. Merci à tous. beaucoup alors.